Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo de Jay, troisième et dernière partie de ce dossier consacré au HDR. Ça va être une très grosse vidéo, environ 1h30. Alors je vais vous la mettre dans son intégralité et vous y aurez aussi accès découpé par module sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'affichage, le color science, la plage dynamique, la compression et le sous-échantillonnage, la taille de l'image, on va analyser des Blu-ray 4K HDR et on va fabriquer une séquence HDR. Cette séquence HDR, vous pourrez la télécharger sur mon site www.lelabodej.com. Elle sera disponible en SDR, en HDR10, en HDR10+, en Dolby Vision, en HLG et en Technicolor SL HDR 1 et 2. Vous allez être super gâtés. Mais d'abord, générique. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Avant de commencer, je voudrais mettre au point 2-3 petites choses. La première, va y avoir du placement produit. Pour cette séquence HDR, on m'a prêté du matériel. Ce matériel, je vais le mettre en avant, donc voilà, soyez pas étonnés. Il y a un moment donné, ça va parler de produit, il va y avoir du placement de produit. Deuxième chose, dans la même lignée, je vais citer des gens, des personnes qui m'ont énormément aidé pour la réalisation de cette séquence. Donc voilà, soyez pas étonnés, il va y avoir du remerciement à tous les étages. Et troisième chose, dans les vidéos précédentes, il y a des petites erreurs qui sont glissées que je vais corriger à droite à gauche, donc soyez pas étonnés. Il y a certains moments, on va revoir des choses qu'on a évoquées dans les parties 1 et 2 et sur lesquelles je vais faire des petits ajustements. Voilà, je ne suis pas parfait, il y a des erreurs qui sont glissées, ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes à aborder. Donc voilà, j'ai un peu savonné, je vous prie de m'en excuser et on va essayer de corriger tout ça. Allez, tout de suite, la suite. Alors on va se faire un petit atelier affichage. Je vais en profiter d'ailleurs pour corriger une petite erreur que j'ai répétée à plusieurs reprises dans les parties 1 et 2, à savoir j'ai employé le terme diffuseur. Un diffuseur c'est pas une télé, ni un ordinateur, ni un téléphone portable. Un diffuseur c'est TF1, Canal+, enfin c'est quelqu'un qui va vous fournir des images. Alors pour afficher un contenu HDR, il vous faut évidemment un système d'affichage qui soit compatible. Et pour que ce système d'affichage soit compatible, il faut qu'il reconnaisse deux informations très importantes. Ces informations, elles vont vous suivre tout le temps. C'est le volume de couleur et la courbe de transfert. C'est ce qui caractérise votre signal. Un signal HDR, c'est du BT2020 pour son volume de couleur et du PQ pour sa courbe de transfert. Alors, PQ si c'est du HDR10 ou du 10+, ou du Dolby Vision ou du SL HDR2, ou alors c'est du HLG. On va se concentrer sur le PQ parce que en gros, c'est les contenus que vous allez regarder le plus souvent. Tout ce que vous regardez sur Netflix, vos Blu-ray, Amazon Prime, Disney et ainsi de suite, qui est en HDR, c'est du PQ. Parce que le HDR10, le 10+, le Dolby Vision, le SL HDR2, tout est basé sur du HDR10. Ce qui va changer, ce sont la gestion des métadatas, si elles sont statiques ou dynamiques. Donc votre système d'affichage doit reconnaître ce volume de couleur et cette courbe de transfert. Si ce n'est pas le cas, votre image ne sera pas affichée correctement. Alors vous avez certainement déjà dû rencontrer ce genre de cas où vous avez une image comme celle-ci qui est un peu laiteuse, un peu décontrastée. C'est juste que votre courbe de transfert elle n'est pas reconnue ou votre volume de couleur n'est pas reconnu. Ça sert à rien de vous battre avec votre télécommande à ajuster la saturation, le contraste ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste que l'image n'est pas décodée correctement. Là vous voyez, je suis sur la télé, on a accès à certains réglages. Il me demande justement avec quelle courbe de transfert il doit afficher cette image. Et en fonction de mon choix, vous allez voir que l'image va être décodée correctement ou de façon incorrecte. Si vous souhaitez afficher un contenu HDR sur un appareil qui n'est pas compatible, c'est-à-dire qui est SDR, vous n'avez pas 50 solutions pour l'afficher correctement, il faut faire du tone mapping. Vous allez transformer votre signal pour l'adapter aux caractéristiques de diffusion de votre système d'affichage. Alors en l'occurrence, vous allez transformer la courbe de transfert et le volume de couleur dans la courbe de transfert de destination et le volume de couleur de destination, c'est-à-dire vous allez passer du BT2020 au Rec 709 et vous allez passer du PQ au Gamma 2.4. Alors le tone mapping, il peut être géré par certains de vos appareils qui sont capables de le faire, qui sont capables de convertir le HDR en SDR.
Ça peut être fait par des appareils externes, type des boîtiers Lumagen, ou par des solutions software, genre MathVR. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tout à l'heure, je vais vous montrer des contenus 4K HDR, je vais les comparer avec des Blu-ray SDR. Pour faire ça, j'ai pas d'autre solution, il faut que je convertisse mon HDR. Le HDR et le SDR, ça cohabite pas, c'est pas possible. C'est deux espaces complètement différents, c'est codé de façon complètement différente et ça s'affiche de façon complètement différente. Donc si je veux comparer du HDR avec du SDR, je suis obligé de convertir mon HDR, j'ai pas d'autre solution. Ou alors il aurait fallu que je convertisse mon SDR en HDR et que je fasse une vidéo HDR. Cette vidéo, elle n'est pas HDR, c'est du YouTube, c'est du 8 bits, c'est du sRGB, donc je mets tout le monde dans le même espace couleur de manière à pouvoir comparer ce qui est comparable. Évidemment, en faisant ça, mon contenu HDR n'est pas aussi précis que si vous le regardiez sur un système d'affichage HDR, c'est évident. Ceci étant dit, le taux de mapping que je vais faire, je le fais via les outils de Dolby Vision. Et le taux de mapping Dolby Vision, il est redoutable. C'est-à-dire que vous avez un mappage de la couleur et un mappage des hautes lumières qui est ultra précis. Ce sera évidemment moins qualitatif que si vous regardez ce signal sur un vrai système d'affichage HDR, mais ça va pouvoir vous donner vraiment une idée de la différence qu'il y a entre ces deux signaux. Je voudrais qu'on prenne quelques instants pour parler d'une chose que je n'ai pas trop abordée jusqu'à présent, c'est le color science. C'est la gestion de la couleur. Il faut savoir que chaque caméra, chaque constructeur, chaque fabricant a son propre color science. Une RED, ça va avoir son propre volume de couleur, ses propres courbes de transfert. Pareil pour les Alexa, pareil pour les Sony, pareil pour les Blackmagic. Si vous avez un projet qui utilise plusieurs caméras différentes et que vous devez récupérer ces rushs et les mélanger, ça devient compliqué parce que tout ce petit monde-là ne cohabite pas forcément ensemble. Et il faut trouver un espace de couleur, une gestion de la couleur, un color management qui gère tout ça. Et donc ce color science, ce color management, aujourd'hui vous en avez plusieurs. Parmi les plus répandus, et celui qui essaye vraiment de se démocratiser en ce moment, c'est les SIS. En gros, on va récupérer les informations qui viennent de la caméra, on va enlever les propriétés qui sont propres à chacune de ces caméras, on va appliquer ce qu'on appelle un IDT, un Input Data Transform, c'est-à-dire que ça va retirer les caractéristiques de la caméra et les convertir dans un espace colorimétrique qui est standardisé par les SIS. Il faut savoir une chose, c'est que le DCI-P3, le REC 709 et le BT2020, ce sont des espaces colorimétriques pour l'affichage. Mais les espaces colorimétriques des caméras, d'une RED, d'une Alexa, ils sont beaucoup plus grands. Donc le but du jeu, en fait, ça va être de récupérer et de garder les informations qui viennent de ces caméras. Donc pour ça, il faut créer un espace colorimétrique beaucoup plus grand qui puisse englober tous les espaces colorimétriques existants de manière à ce qu'il n'y ait aucune déperdition d'informations. Et en plus, on va se baser sur une création de fichiers pour les exports où on va pouvoir coder tout ça de manière à n'avoir aucune perte et de manière à pouvoir stocker le plus grand nombre d'informations. Donc on ne va pas être en 8 bits, on ne va pas être en 10 bits, on va être en 16 bits floating point. Si je veux vulgariser au maximum, la façon dont ça se passait avant, c'est on avait des images qui étaient filmées par des RED et des Alexa par exemple. Ces images, on allait appliquer une lutte dessus pour ramener dans l'espace colorimétrique dans lequel je voulais étalonner. Imaginons je veux étalonner en P3, donc je vais faire une lutte pour convertir mon Alexa, mon volume de couleur de l'Alexa en P3. Mon volume de couleur qui vient de ma caméra RED, je vais convertir et je vais aller dans du P3. Donc je convertis tout ça, j'étalonne en P3. Le problème de ça, c'est que je limite mon étalonnage à mon format de sortie. Les SIS, ça va être différent. Je vais récupérer les images qui viennent de constructeurs différents. Je vais enlever toutes les propriétés qui sont relatives à ces constructeurs. Je vais amener tout ça dans un volume de couleur universel, le volume de couleur E6. Je vais étalonner en E6 et après, je vais appliquer une transformation en fonction de mon système de sortie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un ODT, un Output Data Transform, je vais faire un ODT REC 709 si je veux faire du REC 709, je vais faire un ODT REC 2020 si je veux faire du REC 2020. Globalement, mon master, il sera en E6, il va être sauvegardé en E6. On va essayer de linéariser un maximum le workflow, c'est-à-dire qu'on va essayer de se débarrasser de tout ce qui est courbe de transfert pour avoir une courbe la plus linéaire possible.
Alors comme si c'était pas assez compliqué comme ça, les 6 en plus vous en avez plusieurs. Vous avez les 6 CC, le CCT, l'AP0 qui lui est purement linéaire, parce que le CC et le CCT c'est quand même sur une base plus ou moins logarithmique dans la façon de traiter le signal. Mais globalement quand même les 6, le but du jeu ça va être de se rapprocher au maximum d'un signal qui est linéaire, c'est-à-dire qui est débarrassé de toute courbe de gamma. Je vous ai pas pris en traite, hein. Je vous ai dit que cette vidéo elle est technique et j'allais vous coller mal à la tête et encore, croyez-moi, je reste superficiel. On va se faire un petit atelier plage dynamique. Alors la plage dynamique, pour mémoire, c'est l'écart que vous avez entre la valeur la plus sombre de votre image et la valeur la plus lumineuse. Plus cet écart est grand, plus vous avez une grande plage dynamique. Cette plage dynamique, elle s'exprime en stops ou en intensité lumineuse. Alors, une image avec une plage dynamique standard, c'est environ 7 stops. Au-delà de 10 stops, on considère qu'on a une image HDR. Alors je rappelle pour mémoire que la plage dynamique, c'est à la captation. C'est lorsqu'on enregistre le signal, c'est les capteurs de caméra qui ont des grandes plages dynamiques. Ainsi, pour un système d'affichage, on parle de ratio de contraste, de différence entre la valeur la plus lumineuse et la valeur la plus sombre. Alors pour illustrer tout ça, je suis parti filmer des images avec mon Nikon Z6, qui a une plage dynamique de 12 stops, donc c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour faire du HDR. Et je me suis mis dans les 3 configurations standards de tournage, c'est-à-dire j'ai filmé en Rec 709, j'ai filmé en logarithmique et j'ai filmé en RAW. Alors pour mémoire, le Rec 709, c'est la plage dynamique standard. Lorsque vous capturez votre image, c'est directement prêt à être diffusé sur un système HD, on va dire. J'ai filmé en logarithmique, ce qui me permet en post-production de pouvoir étalonner. Je vais pouvoir sortir une image soit Rec 709, soit HDR, soit ce que je veux à partir de mon logarithmique. C'est une image un peu laiteuse où je vais avoir de l'info dans les hautes lumières et de l'info dans les basses lumières. Et j'ai enregistré en RAW. C'est un peu comme un négatif, c'est un fichier qu'on va développer en post-production. On va pouvoir influer sur un tas de paramètres. Vous avez autant de RAW que vous avez de constructeurs de caméras. Vous avez un espace couleur et une courbe OTF qui est associée à chaque caméra. On a la possibilité de modifier ces paramètres, de changer le volume de couleur, de changer le OTF si l'envie nous en prend. Bref, on a une grosse latitude avec les fichiers RAW. Alors contrairement à ce que j'ai dit dans la première partie, on a de la compression sur ces fichiers. C'est une compression qu'on choisit dès le tournage et une fois que vous arrivez en post-production, que vous développez le fichier, on a la possibilité d'exporter des séquences sans compression, mais gardez en tête que à l'origine, le fichier est compressé. Alors la petite nuance, c'est que là, c'est le RAW d'Apple, c'est l'Apple ProRes RAW. Donc c'est pas un RAW qui est aussi développé que ce que vous pouvez trouver sur une Red, sur une Alexa, sur une Sony ou sur une Blackmagic. C'est un RAW assez simplifié, mais malgré tout, c'est un signal qui est quand même beaucoup plus costaud que l'image logarithmique ou que le Rec 709. Évidemment, qui dit ProRes RAW dit aussi autre limitation, c'est que c'est pas compatible avec tous les logiciels. Moi, tout mon workflow, il est basé sur DaVinci Resolve, et là pour le coup, le DaVinci n'est pas compatible avec le ProRes RAW. Donc on va faire un petit écart, on va aller dans Scratch d'Assimilate, qui est un logiciel d'étalonnage, qui est au passage vraiment bien, puisque du coup je vais pouvoir importer mon ProRes RAW dedans, je vais pouvoir importer mon log, mon Rec 709, et vous comparer tous ces signaux, et on va pouvoir regarder exactement ce qui se passe. Là, c'est le moment où je vais vous faire mal à la tête. J'ai 3 écrans derrière moi. Il y en a un qui va disparaître, qui va être remplacé par le moniteur Asus, qui est le moniteur d'étalonnage. Tout mon workflow, je l'ai organisé sur DaVinci Resolve. C'est-à-dire que la séquence que je vais étalonner tout à l'heure, la séquence HDR que je vais produire, elle est faite en Dolby Vision. Le Dolby Vision, il me faut 2 écrans. Un écran HDR, un écran SDR. Donc là, il y aura le moniteur Asus d'étalonnage qui sera en HDR, et à côté, j'ai un écran SDR. Sauf que mon ami Scratch, qui reconnaît le ProRes RAW, ne reconnaît pas un double affichage. Ça veut dire que l'écran du milieu, vous allez voir, il a l'air un peu violacé, c'est parce qu'il ne reçoit pas le signal correctement. Donc soyez pas étonnés, dans l'image, vous allez voir une image un peu violacée, c'est normal, l'écran du milieu, on s'en occupe pas. Deuxième chose, l'écran qui est ici, c'est mon GUI, c'est mon interface graphique, celle sur laquelle je vais faire mes réglages. Je vais en faire une capture, cette capture elle est Rec 709, elle n'est pas HDR, donc ça veut dire que les réglages et l'image qui va s'afficher dessus ne correspond pas à la réalité parce que cette image est faite pour s'afficher sur un écran HDR. Encore une fois, on en revient toujours au même problème, le HDR et le SDR, ça s'affiche pas de la même façon. Ce que vous allez voir sur cet écran, c'est pas la réalité c'est ce qu'il y a sur le moniteur Asus qui sera derrière moi. Oui, je sais, tout ça n'est pas très simple. On se retrouve exactement dans la même configuration que je vous ai montré tout à l'heure, ça a beau être un logiciel différent, ça fonctionne de la même façon. On a l'image et on lui renseigne le volume de couleur et la courbe EOTF qui est associée. Donc là, en l'occurrence, c'est une image qui a été tournée en Rec 709, on est en gamma de 4. Là, vous avez sa petite copine qui est en Rec 2020 avec le log de Nikon. Et là, vous avez la version Apple ProRes. Alors,
ça s'affiche un peu différemment parce que c'est du linéaire. Donc là, je vais débayeriser mon image. Je vais la débayeriser en règle 20-20 et je vais lui appliquer le log de Nikon. Donc je vais me retrouver avec deux images logarithmiques, mais vous allez voir, il y en a une qui offre beaucoup plus d'informations que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a été enregistrée différemment, elle est débayerisée et elle est développée différemment, et surtout elle est en 12 bits. Donc là, vous voyez, j'ai mon Nikon log issu de mon ProRes RAW, et ça, c'est mon Nikon log natif que j'ai enregistré avec l'appareil. Je crois qu'on peut dire que c'est pas du tout la même chose. Et je précise, l'image est exposée de la même façon. Entre mon Rec 709, mon log et mon ProRes RAW, je n'ai pas changé les réglages de l'appareil. C'est exactement la même chose. Il y a juste la façon d'enregistrer qui diffère. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a beaucoup de détails dans cette image qui est en ProRes RAW. Dans mon log, il paraît déjà beaucoup plus sombre, mais on voit des petites choses. Alors bien sûr, ces images ne sont pas étalonnées. Et là, dans mon Rec 709, on peut dire qu'on voit rien du tout. Je peux essayer de ramener de l'information dans cette image. Qu'est-ce qui se passe si je monte mes noirs? Déjà, ça devient très vite très laiteux, et surtout, je m'aperçois que l'information, je ne l'ai pas. Je peux bouger ici tant que je veux. L'information, elle n'a pas été enregistrée. Plage dynamique restreinte. Je n'ai pas d'informations de lien noir, je n'ai pas d'informations dans les hautes lumières. Alors les hautes lumières, on s'en rend pas forcément compte. Je vous ai filmé après un exemple où vous allez voir, c'est plus que probant. Mais là, dans les noirs, l'information, on l'a pas. Dans le log, on en a un peu plus. C'est pas foufou, mais on voit qu'il y a des petites choses ici, et ici on voit beaucoup plus de détails. Et là, dans mon log qui est issu de mon ProRes, l'information, oui, j'en ai déjà beaucoup plus. À partir de mon ProRes RAW, je vais pouvoir faire du log, je vais pouvoir faire du Rec 709, de là je vais pouvoir sortir du HDR. Pareil, de mon log, je peux sortir une image HDR, bon même si là elle n'est pas superbement correctement exposée, je vais pouvoir faire du HDR. À partir de ça, donc j'ai une image qui là sur mon écran HDR est franchement superbe, j'ai des hautes lumières, j'ai des zones sombres, j'ai de la couleur. Donc voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on peut obtenir avec du RAW. Alors on va regarder un autre exemple. Pareil, c'est du ProRes RAW, je vais le développer en Rec 20-20 et je vais lui associer la courbe Nikon log. Donc là, on est en logarithmique. J'ai mis mon appareil photo direct face au soleil, donc là, dans le genre exercice dur pour l'appareil photo, on est pas mal. Et j'ai filmé cette même scène en Rec 709. Je regarde cette image que j'ai tournée en Rec 709, qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc tout plat, laiteux, ça bave. La saturation de mon ciel, elle est vraiment bizarre. Là, j'ai quasiment pas d'informations dans les noirs, c'est vraiment enterré. Cette image, je vais pas pouvoir en faire grand chose. Si j'essaye de baisser les hautes lumières, vous voyez, ça devient grisouille. Je récupère pas de détails dans le soleil. Si j'essaye de monter les basses lumières, est-ce que je récupère du détail ici en bas? Un petit peu, mais ça devient laiteux. Donc je vais être obligé de contraster, mais forcément quand je vais contraster, ça va s'assombrir, logique. Alors que si je retourne sur mon image en ProRes, vous le voyez pas, mais ici je récupère plein de petits détails, plein de petites taches colorées qui sont dues au lens flare en fait, parce que le soleil tape directement dans l'objectif. J'ai de la matière dans mes hautes lumières, et c'est pareil dans mes basses lumières, là j'ai de la matière. Si je remonte un peu mes noirs, je peux récupérer de la matière dans mes feuilles. Là, si je mets un coup de saturation, j'ai un ciel qui est toute beauté. Et là, j'ai une image qui est carte postale. La plage dynamique, là, elle est énorme parce que j'ai des intensités lumineuses qui sont vraiment très fortes ici. Dans les zones super sombres, j'arrive quand même à voir des feuilles. La plage dynamique, c'est au tournage que vous l'avez. Encore une fois, c'est pas un truc qui se rattrape en post-production, c'est dépendant de la façon dont vous avez capté votre signal. Si vous n'avez pas d'infos au tournage, vous l'aurez pas plus en post-production. Alors je vais vous montrer d'autres images absolument horribles. J'ai filmé mon Terminator devant une fenêtre en Rec 709 en 8 bits et vous allez voir, c'est assez intéressant parce que donc je suis complètement surexposé ici et surtout ce qui va m'intéresser dans cette image, c'est le fond. Vous voyez ici, j'ai un dégradé au flou qui est absolument horrible, mais vraiment horrible. Là c'est pareil au niveau des fenêtres, c'est absolument horrible. Alors attention, j'aurais pu forcément faire mieux à la captation, mais là c'est pas ce que je voulais. Ce que je veux vous montrer, c'est les histoires de bending. En 8 bits, je vous ai dit, on a 256 nuances. Là, par exemple, du bleu au noir, on va avoir 256 nuances de bleu. Et bien là, vous voyez que ces 256 nuances, elles sont pas suffisantes pour vous faire un dégradé de bonne qualité. Vous voyez la feuille là ici? C'est découpé à la serpe. Entre le flou et la feuille, c'est vraiment pas joli. Et là, c'est pareil, le bord du toit, vous avez une ligne droite et du gloubi-boulga. Alors, je précise que les deux images sont enregistrés en Apple ProRes 422 HQ. Donc c'est la même compression.
Il n'y a pas une histoire d'une image qui est plus compressée que l'autre, non, c'est la même chose. J'ai une image en 10 bits logarithmique et une autre image qui est en 8 bits en Rec 709, mais elles sont compressées de la même façon. Donc là, vous voyez que mon 10 bits logarithmique, j'ai une gestion du flou qui est bien meilleure. C'est pareil, je ne suis pas du tout brûlé sur l'épaule comme je le suis dans mon Rec 709. Là, au passage, quand vous regardez le ciel au fond ici, vous n'avez pas de détails, on ne voit pas les nuages, tout est aplati. Et bien là, sur mon logarithmique, on voit des petites choses. Alors aussi, petite chose dont je ne vous ai pas parlé, mais je ne veux pas non plus rentrer dans un tuto d'étalonnage, quand vous avez une image logarithmique, si vous voulez l'afficher sur un écran Rec 709, il faut appliquer ce qu'on appelle une LUT, une lookup table. En gros, c'est un fichier qui va permettre de convertir le logarithmique en Rec 709. Alors ça peut convertir en Rec 709 comme ça peut convertir en tout ce qu'on veut. Je veux dire, des LUT, on leur fait faire ce qu'on veut. Mais vous avez donc des fichiers qui vont permettre d'afficher cette image et de se rapprocher d'une image comme ça. Alors, entre l'image qui est tournée de base en Rec 709 et une image qui est tournée en logarithmique puis convertie en Rec 709, on a quand même une meilleure qualité, théoriquement, si la LUT est bien faite, quand on part du logarithmique pour arriver au Rec 709. Bon, moi, il se trouve que j'aime pas forcément ce procédé, d'abord parce qu'on n'a pas forcément de contrôle dessus, et que les LUT, vous en avez de plus ou moins bonne qualité, mais bon, ça a quand même tendance à tordre le signal, et puis surtout, le gros souci avec la LUT, c'est que si j'applique une LUT là-dessus, que je vais faire du log vers Rec 709, je vais être coincé après. C'est-à-dire que mon fichier va être prisonnier du Rec 709. Alors c'est pas ce que je veux faire. Moi, à partir de mon logarithmique, je veux l'étalonner pour faire du HDR. Donc en appliquant une LUT dessus, une LUT log to Rec 709, je suis prisonnier. Le HDR, c'est terminé. Donc là, je vais étalonner un peu mon fichier. Je vais lui faire un petit coup comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un truc qui est plutôt pas trop mal. Et vous voyez que j'ai quand même une grosse différence par rapport à mon Rec 709. J'ai beaucoup plus d'informations dans mon image. Avec ce petit atelier, je vous ai montré en gros comment on fait pour produire un contenu HDR à partir d'une image qui a été filmée soit en RAW, soit en log. Donc il faut de l'information, parce que pour vous produire des images HDR, il faut un maximum d'informations, et le minimum syndical, c'est de partir d'une image logarithmique 10 bits. Ce que je vous ai montré aussi, c'est que pour faire du HDR, en fait, c'est pas un effet qu'on va rajouter en post-prod, c'est juste qu'on va étalonner nos images dans un écosystème particulier. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en Rec 709 en gamma de 4, je vais être en BT2020 et en ST2084 à la sortie. C'est-à-dire que je vais afficher sur cet écran, je vais paramétrer mon logiciel pour que mon image de sortie soit dans un volume de couleur BT2020 et ST2084. C'est une palette qui est plus large que la palette SDR. Alors, à l'arrivée, je vais avoir une image qui va s'afficher correctement en HDR, sur un écran HDR. Je vais avoir beaucoup de latitude, mais évidemment, comme vous avez pu le voir, sur un écran SDR, ça ne s'affiche pas du tout correctement. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est des volumes de couleurs et des courbes qui sont complètement différentes. Si je veux afficher cette image correctement sur un écran SDR, il faut que je fasse un autre étalonnage ou il faut que je fasse du tone mapping. Alors on va se faire un petit atelier compression, comparaison d'images sous-échantillonnées en 4.2.0, en 4.4.4, ainsi de suite. On va partir de cette image, qui est une image qui a été tournée avec une RAID. Là on est sur un fichier RAW qu'on va débayoriser dans le Flame. On a la possibilité de débayoriser ce fichier en full, ou alors je peux le débayoriser en ALF en 2160 par 1080. Bon, moi je vais rester en full. Ici on a la possibilité de débayoriser en 16 bits ou en 12 bits. Là, je vais choisir mon Color Science, vous savez, le fameux Color Science. Donc là, je suis en IPP2, c'est le Color Science de la RAID. De base, il me met en Red White Gamut Log 3G10. Pour ce petit atelier, on va simplifier la chose. On va pas faire de HDR, on va faire que du Rec 709. Parce que pour vous comparer vraiment de la compression, on va faire ça sur des images identiques. Sinon, ça sert absolument à rien. Donc là, vous voyez, c'est comme d'habitude, on choisit le volume de couleur et la courbe OTF. Donc là, je suis en Rec 709, là, j'ai mes 3 écrans qui s'affichent correctement. D'ailleurs, c'est magnifique, ils sont tous étalonnés pareil, c'est juste c'est une merveille. Merci Julien Berry. Alors là, vous voyez aussi qu'on a accès à pas mal de petits réglages. Je peux changer mon exposition, les ISO, je peux rajouter plus ou moins de lumière comme je veux. Je peux changer ma balance des blancs, faire plus chaud, plus froid. Si vous êtes planté par exemple au tournage, il y a des choses que vous pouvez rattraper avec le RAW, c'est bien pratique. Ce truc que vous ne pouvez pas rattraper pour le moment, c'est si votre image elle est floue. Là, si c'est flou, c'est mort. Ou si c'est vraiment très sous-exposé ou très surexposé, bon, ça malheureusement il n'y a pas de miracle. Mais si vous êtes entre les deux, vous avez vraiment de la latitude pour changer tout ça. Je vais vous passer toutes les étapes intermédiaires parce qu'il y en a quelques-unes, mais globalement,
Ici, j'ai mon image d'origine, mon 5K en RAW qui a été développé en Rec 709. J'en ai fait une séquence d'images en 4K UHD en 3840 par 2160 en 16 bits en TIFF. Donc là, je suis sans compression, je suis dans la meilleure qualité qu'il est possible d'avoir. Alors, j'en ai fait une autre version en 1920 par 1080 en 8 bits en H264. Vous voyez, elle est ici. Et j'en ai une autre version en HEVC en 3840 par 2160 en 10 bits. C'est l'équivalent de ce que vous avez sur un Blu-ray HDR, bon, sauf que ce n'est pas en HDR parce que je me suis mis en Rec 709. La petite flûte aussi, c'est que le Flame ne reconnaît pas le HEVC. Donc mon HEVC, je l'ai converti en DPX pour que je puisse le lire dans le Flame, sinon ça marche pas. Mais globalement, ça revient au même. Alors, je précise aussi que les compressions ont été réalisées sur DaVinci Resolve. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, les compressions que vous avez sur vos Blu-ray, elles sont faites par des grosses stations, par des logiciels qui sont spécialisés là-dedans et qui ont des résultats bien meilleurs que ce que moi je peux obtenir avec DaVinci Resolve. Donc on va se mettre dans une configuration où on a du 4K, c'est-à-dire que mon 1920 par 1080, je vais l'upscaler pour le ramener en 4K. Donc là, vous voyez, j'ai mon image qui est en 1920, je la prends et je la mets en 4K. Donc là, on voit qu'on a la moitié de la taille de la fenêtre. Je me mets en letterbox pour remplir. Alors, j'ai rajouté des petits textes comme ça pour savoir ce qu'on regarde exactement. J'en ai mis aussi ici parce qu'on va se balader dans l'image. Je vous ai mis la source en 16 bits en 444 et là, je vous ai mis le HEVC en 10 bits en 420. Alors, on va rentrer dans ce petit module et là, on va pouvoir switcher d'une image à une autre. Je vais vous mettre ces images en téléchargement parce que, bien évidemment, ce que vous regardez est encore une vidéo YouTube compressée en 8 bits. Je vous fais un tuto de compression sur un truc que vous regardez qui est recompressé. Donc c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais je vous mettrai ces images natives, sans compression, à disposition pour que vous puissiez les regarder. Donc là, je regarde mes images, je suis à 50 cm de mes écrans, ça c'est un écran 24 pouces, un écran 32 pouces. Qu'est-ce que je peux voir de prime abord? Si je vais sur mon image de base, ma source, donc là j'affiche en RVB, je suis en 444 en 16 bits. C'est très joli, j'ai aucun souci. Maintenant, je vais regarder mon image H265. Donc là, je passe d'une image 420 à une image 444, 16 bits, 10 bits. De là où je suis, je ne vois aucune différence. Maintenant, on va regarder l'image H264, donc on compare le 16 bits avec le Blu-ray. De là où je suis, je ne vois pas de différence entre ces trois sources. 8 bits, 10 bits, 444, 420, je ne vois aucune différence à l'œil nu. Maintenant, il est évident que si je me colle dans l'image, si je me colle à l'écran ou si je vais zoomer dans l'image, de la différence, je vais en voir. Donc on va rentrer dans l'image, on va aller regarder d'un petit peu plus près. Je regarde mon Blu-ray Full HD en 8 bits en 420 et je vais le comparer avec mon H265. Alors là, oui, je vois une différence. Et là, oui, je vois une différence. C'est très net. J'ai beaucoup moins de détails, j'ai perdu de l'information, ça se voit. Ça se voit que je suis moins défini sur mon image. Mais je suis à 350%. Donc c'est-à-dire, je suis collé le nez à mon écran, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on est censé regarder une image. Et là où ça se voit vraiment, c'est dans le ciel. On sent la compression. Parce que, encore une fois, je suis zoomé. Ici, je la sens pas, je la vois pas, ma compression. Mais là, quand je regarde à 200%, là, je sens qu'il se passe quelque chose. Là, je vais faire une petite bricole, je vais tirer sur mon signal, je vais contraster mon signal. Là, vous voyez, on commence à avoir des cochonneries. Bon, bien sûr, hein, je fais un réglage à la truelle, mais ce que je veux dire, c'est que si vous commencez à triturer votre image, à booster le contraste, à tirer sur la saturation, vous allez voir des défauts qui vont apparaître dans l'image. Forcément, sur votre signal en 8 bits, il n'y a pas de miracle. Alors que si je fais le même réglage sur mon HEVC, vous voyez les pâtés dans le ciel là. Alors je suis pas sûr que vous les voyez vraiment en 8 bits, mais là, vous voyez le dégradé ici, là. Voilà. Le bending là.
Donc là, si je compare mon H265 à ma source 10 bits, si je vais zoomer pareil à 350% dans l'image, et que je compare, bah, je suis désolé, hein. La différence, elle se sent à peine, mais vraiment à peine. Je suis collé à mon écran, je suis zoomé à 385%, la différence, elle se sent à peine. Voilà, mon fichier R3D de base, il fait 1,16 Go. 1,16 Go, c'est pour l'image 5K avec toutes les infos dedans. Une fois que je développe ça, que je le débayerise et que je l'enregistre sans compression, que je fais ma séquence TIFF 16 bits, mes 300 images, ça pèse 15 Go. Mon Full HD, qui fait la même durée, pèse 23 mégas et mon 4K HEVC pèse 40 mégas. 15 Go, 40 mégas. Vous vous rappelez, 15 Go, 40 mégas. 15 Go, 40 mégas. À l'œil nu, ça se voit pas. Mais vraiment, ça ne se voit pas. Alors, encore une fois, c'est du sous-échantillonnage et de la compression pour de l'affichage. C'est pas fait pour travailler. Qu'on soit bien d'accord. Ne tirez pas des conclusions hâtives. C'est uniquement fait pour de l'affichage. Alors, juste pour vous montrer quand même de quoi on parle, on va prendre un petit outil qui s'appelle le keyer. Ça permet en fait de sélectionner une couleur, on s'en sert pour faire des incrustes. Là, je vais sélectionner le bleu. Vous allez voir que en fonction de ma source, ça réagit complètement différemment. Donc là, je vais aller sélectionner mon image. Donc, je vais sélectionner mon ciel. Voilà, je vais sélectionner une couleur. Alors là, vous voyez, je sélectionne le ciel. J'ai une sélection qui est très fine. J'arrive à différencier l'espèce de brume qu'on a ici. Vous voyez ici, j'arrive à récupérer les contours du nuage. Donc là, je fais ça sur le TIFF 16 bits. On va faire le même exercice sur le HEVC. Je vais chercher la couleur. Bon bah là, vous voyez, c'est pas du tout la même. Sur le 16 bits, alors déjà on est en 16 bits, on est en 444, on n'a pas de compression. Là, je suis en 10 bits et en 420. Donc déjà, j'ai fait un sous-échantillonnage, j'ai viré une bonne partie des informations de couleur. Donc là, vous sentez qu'il se passe des trucs. Vous sentez qu'il se passe des trucs, que ça réagit pas forcément très proprement. Là, vous sentez qu'il y a de la compression et qu'on est beaucoup moins précis dans la découpe du signal. Mais ça va encore à peu près, hein. On peut arriver à faire des choses avec ça, même si là, vous voyez qu'il y a des carrés. Maintenant, on va faire le même exercice sur le 8 bits. Oh là là! Bon bah là, voilà, ça se passe de commentaires. Voilà le degré de précision qu'on a en 8 bits. Si je sépare les canaux de l'image rouge vers bleu, là vous voyez que la compression en 8 bits, elle est bien là. Et là je suis sur le 444, 16 bits, ça réagit pas du tout de la même façon. Et là si je suis sur mon HEVC, alors, on sent qu'on a perdu un petit peu en netteté, en précision. Là, on voit carrément une sorte de grain. Et bien là, on voit des pâtés. Donc voilà, avec ce petit atelier, je voulais vous montrer que bien qu'on ait des systèmes de sous-échantillonnage de compression différentes, à l'arrivée, sur une image de base identique avec 3 systèmes de compression différents, visuellement, on s'en rend pas forcément compte. Et quand je dis on s'en rend pas forcément compte, il faut prendre en considération qu'on regarde ça normalement, à une distance raisonnable de son écran. Évidemment, si vous commencez à vous coller la tête dans l'écran, oui, la différence, vous allez la voir. Mais si on ne pinaille pas, si on regarde ça comme ça doit être regardé, il n'y a pas de raison que vous sentiez cette différence. On va regarder maintenant des contenus issus de Blu-ray 4K HDR que je vais comparer avec leur version SDR. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, les contenus 4K HDR sont ici tone mappés, de manière à ce que je puisse faire cette comparaison et de manière à vous afficher ces images correctement sur YouTube. Alors, parallèlement à ça, j'ai analysé ces contenus avec des outils qui m'ont été fournis par Florian Frédéric de FF Pictures. Ce sont des logiciels et des plugins qui s'installent dans DaVinci Resolve et vous avez aussi un logiciel autonome. Ça va me permettre d'analyser le volume de couleur, d'analyser le max fall, le max CLL. Et bref, vous allez voir, c'est des outils qui sont vraiment bien fichus et ça permet d'avoir plein d'informations sur le signal vidéo. Je vais juste mettre les choses au point. Ces contenus, je les ai analysés
avec des outils. Donc c'est pas une impression subjective, c'est pas mon regard sur la chose, ça n'a rien de subjectif, c'est l'oscillo. Et l'oscillo, il ment pas. C'est aussi simple que ça, parce que ces images, ces contenus, vous les connaissez, vous les regardez chez vous, seulement vos télés, pour peu qu'elles ne soient pas calibrées correctement, pour peu que vous ayez des réglages HDR Wahoo dessus, l'image qui est affichée n'est peut-être pas forcément la bonne. Donc ce que je vais vous montrer va peut-être pas correspondre, vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître. Maintenant, l'oscillo, encore une fois, lui, il ne ment pas. Le signal qui sort et qui est analysé, c'est celui qui sort directement du Blu-ray. Il n'y a aucun traitement dessus. Quand j'ai numérisé, j'ai désactivé tous les traitements Wahoo de la platine. Donc c'est vraiment brut de décoffrage. Deuxième disclaimer que je vais mettre, vous allez m'entendre dire à certains moments, oui, ce contenu 4K HDR, il est vraiment bien, mais la palette de couleurs qui est utilisée, on est vraiment dans un volume SDR. Qu'on se mette bien d'accord. Une couleur HDR et une couleur SDR ne sont pas codées de la même façon. Les volumes de couleurs sont différents. Maintenant, quand on regarde ce schéma, cette représentation du volume de couleurs, et là aussi je vais revenir là-dessus après, un rose fuchsia qui est compris ici dans cette valeur, dans le triangle REC 709, le triangle du P3, il englobe le triangle du REC 709, on est d'accord. Donc si vous avez des couleurs qui dépassent le REC 709 et qui sont dans le P3, bah, vous tirez parti en gros de la palette qui est proposée par le HDR. Mais si vous restez dans des couleurs qui sont comprises dans le triangle du REC 709, ça veut dire juste que on tire peut-être pas forcément parti de tout ce que le HDR peut nous apporter. Alors maintenant, la petite nuance, c'est que faut prendre en considération qu'on a un volume 3D. On a la couleur, mais on a aussi la luminance en HDR qui est plus importante. Mais bon, un rose fuchsia en REC 709, ce sera un rose fuchsia en P3 ou en BT1. Enfin, encore une fois, si votre écran est calibré correctement en SDR et en HDR, vous ne devriez pas avoir de différence. Donc je vous le dis, à certains moments, je vais dire qu'on a un volume de couleur qui utilise pas plus que le REC 709. Ça n'a rien de péjoratif, c'est juste que artistiquement, ils n'ont pas eu besoin de pousser plus loin. Aussi simple que ça. Rien de méchant. Alors juste pour vous la faire courte, ça c'est ce qu'on appelle un histogramme. En gros, on va représenter le signal en nits. Donc ça descend très très bas dans le 0 et ça monte à 10 000 nits. C'est l'histogramme PQ en fait. C'est toutes les valeurs qu'on peut trouver sur la courbe PQ. Là ici, vous avez une représentation de l'image. C'est réparti en fonction des intensités lumineuses. C'est ce qu'on appelle un heatmap. C'est une carte de chaleur en fait qui permet d'afficher les intensités lumineuses en fonction de couleurs. Ici, vous avez le max CLL et le max fall qui sont indiqués. Donc le max CLL, je vous le rappelle, c'est le maximum content light level. C'est en gros le pixel le plus lumineux dans l'image. Et le max fall, c'est la moyenne de luminance de l'image. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que globalement, sur cet extrait de Ready Player One, on a des intensités, on a des pics lumineux qui sont aux alentours de 300 nits. Et là, c'est pareil, on est dans les environs de 515 nits. En termes de volume de couleur, vous avez la représentation du REC 709, c'est le triangle jaune. Le DCI, c'est le P3 en fait, c'est le triangle vert. Et le triangle rouge, c'est le BT 2020. Dans la partie numéro 1, je vous avais montré des volumes de couleurs qui étaient basés sur le diagramme CE de 1931. Il se trouve qu'il y a un autre diagramme qui a été sorti en 1976 qui est plus précis, qui est une représentation beaucoup plus précise que celle de 1931. Et donc voilà, ce diagramme il est représenté comme ça, le fer à cheval il est un peu incliné, voilà, c'est une représentation qui est plus précise. Là, on peut voir que notre vert, il dépasse allègrement le REC 709. On sort même du P3 pour aller vers le BT 2020. On a une utilisation de la palette HDR qui est plutôt intéressante. Maintenant, est-ce que tous les téléviseurs vont être capables de reproduire ce vert? C'est pas sûr. Mais voilà, sachez que en ce qui concerne ce plan, on a un volume de couleur HDR qui est plutôt intéressant. Alors là, vous voyez qu'on a une grosse majorité du signal qui est compris entre 10 et 500 nits. On a un signal qui dépasse pas les 337 nits. C'est pas des valeurs qui sont très très élevées, hein. Là, pareil, on regarde le volume de couleur, ça dépasse un petit peu du REC 709, mais voilà, on est entre le P3 et le REC 709.
Voilà, Ready Player One, au-delà du fait que ce film est génial, ça reste très plaisant à regarder en HDR. Maintenant, est-ce que ça tire vraiment le summum de ce qu'on peut attendre d'une image HDR? Moi, je suis un petit peu sur la réserve, parce que très honnêtement, entre la version HDR et la version SDR, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai fait une comparaison entre le Blu-ray Full HD et la HDR. Alors, en effet, on a plus de détails du coup dans les hautes lumières, elles sont mieux retranscrites. Et encore une fois, hein, c'est le taux de mapping qu'on regarde. Sur la majorité des plans, honnêtement, la différence, elle n'est pas extrême. Hein. Bon, après, c'est un film qui a été intégralement fait en numérique. Et Ready Player One, c'est vraiment un cas particulier. Alors, on va regarder Joker. Joker donc est un cas intéressant, puisque donc c'est un étalonnage Dolby Vision, que la version SDR découle de la version HDR. Le film est magnifique, l'étalonnage est magnifique. Les intensités lumineuses sont loin d'être extrêmes. C'est un film qui est excessivement sombre. L'utilisation de la couleur, elle est géniale sur Joker, comme je l'ai dit dans mon test. Vraiment, la couleur est splendide sur ce film, mais elle est très contenue. Franchement, c'est un film qui n'utilise pas énormément la palette du HDR. Alors, on va avoir une image très belle, très contrastée, c'est indéniable. Maintenant, quand on regarde le volume de couleur sur ce genre d'image, c'est très restreint. Typiquement, la représentation du signal, ici, on est en dessous des 100 nits. En gros, de là jusque là, c'est le signal SDR. Dès qu'on va dépasser les 100, on est dans du HDR. C'est une représentation vulgarisée et très raccourcie, mais voilà, votre signal SDR il est compris entre 0,001 et 100 nits. Dès qu'on dépasse les 100 nits, on est censé être dans du HDR. Mais bon, le HDR, théoriquement, on peut aller jusqu'à 1000 voire 10 000 nits. Bon, sauf qu'après, vos systèmes d'affichage sont plus ou moins capables de restituer ça, mais voilà. Et là, quand on regarde cette image, qui est donc l'image HDR analysée, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on descend à 0,1, mais que on doit être à 50 nits, à tout péter, avec un volume de couleur qui n'est pas vraiment très représentatif d'une image HDR. Donc voilà, on est vraiment dans le cas où le HDR, c'est pas systématique. Il y a des images sur lesquelles ça les met vraiment en valeur, mais là, cette image-là, vous voyez, c'est une image qui est... il n'y a pas de source, il n'y a pas de point lumineux extrême dans cette image. La seule brillance que vous allez avoir, voilà, c'est le petit pouillème là sur l'œil, mais c'est tout. Et tout le reste, c'est une image qui est un peu plate. Alors, c'est pas une critique, hein. Vraiment, ne prenez pas ça comme une critique, mais voilà, on a un max CL à 467 nits, il est là. Est-ce que vraiment les 467 nits qui sont là, ils font la différence avec l'image SDR? Clairement non. On a des intensités lumineuses qui sont plus élevées. Pourquoi? Parce qu'on a un lampadaire qui est là derrière, mais maintenant, quand on regarde, 90% du signal, il est compris entre 0,1 et 100 nits. Alors, on a un petit bout qui dépasse ici, mais voilà, ça correspond à ça. Tout le reste, c'est du SDR, et c'est pareil pour le volume de couleur. Quand on regarde la carte de chaleur de l'image, vous voyez bien que la majeure partie de l'image, elle est comprise entre 0 et 10 nits, et ouais, on a un petit bout de 500 ici, mais c'est tout. Alors là, c'est pareil, on est dans une image où 90% du signal, il est compris entre 0 et 100 nits. Et on a un petit bout qui dépasse ici, on a quelques intensités lumineuses un peu fortes, mais c'est le lampadaire qu'il y a derrière. Vous voyez, on est sur des valeurs à 587 nits, et cherchez pas, elle est ici. Hein. Voilà, vous le voyez dans l'image, les valeurs, elles sont là. On a des valeurs plus élevées au moment de l'émeute, on a un point ici où on atteint un peu plus de 1000 nits, mais voilà, c'est des tout petits éléments dans l'image, ça représente pas grand-chose. C'est pas... Encore une fois, un Joker, c'est magnifique. Hein. En HDR, c'est très très beau, la gestion de la couleur, elle est top, on a une image très contrastée, c'est super. Mais est-ce que vraiment c'est un film qui tire la quintessence du HDR? Non, définitivement non. Est-ce qu'on a une grosse différence entre le Blu-ray Full HD et le Blu-ray 4K HDR? Non, pas excessivement. Puis, de fait, l'étalonnage en Dolby Vision, pour le coup, on est encore plus proche. Michael Bay,
Transformers 5, que dire d'un film de Michael Bay, si ce n'est que forcément il y a une explosion dedans. On a 1013 nits, ce qui est plutôt pas mal, hein. Voilà. Enfin, après c'est une explosion. En termes de volume de couleur, c'est pas... Oui, on a un petit bout de P3 là, ici, mais enfin la majorité, on est dans le triangle Rec 709. Alors là où c'est intéressant, c'est sur cette image. Là, pour le coup, il y a une réelle différence entre le HDR et le SDR. Bon, après, il y a une espèce de teinte bleutée sur le HDR, on ne sait pas trop pourquoi, mais vous voyez, là, on commence à voir le détail des explosions qu'on n'a pas du tout ici. On est en HDR, et du coup, on a plus d'informations dans les hautes lumières. On n'est pas excessivement haut, on est à 700 nits. Bon, c'est quand même pas mal, 700 nits. Après, pour le reste du film, il n'y a vraiment pas une différence fondamentale entre l'édition SDR et l'édition HDR. Alors, Alien. Alien a été rescanné. Ils ont rescanné la pellicule, ils ont refait un transfert, un master 4K, ils ont dépétouillé, ils ont réétalonné, et on a une édition 4K HDR qui est magnifique. Vraiment, il n'y a rien à dire, l'édition est magnifique. Il y a une grosse différence avec l'édition précédente. Il y a un vrai gain qualitatif avec l'édition HDR. Est-ce que c'est dû au HDR? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que tout l'intérêt de cette édition réside dans l'étalonnage. Regardons cette image. Ça, c'est le Blu-ray Full HD, et ça, c'est le Blu-ray 4K HDR. Bon, vous voyez, c'est le jour et la nuit. Mais ça, c'est pas le HDR qui fait ça. Ça, c'est l'étalonnage. Ni plus ni moins. Alors, vous voyez, sur un plan comme ça, typiquement, on va récupérer un tout petit chouïa de détails en plus dans les zones sombres, mais c'est un chouïa, hein. C'est moins surexposé, on est moins verdâtre. Là, vous voyez, ils ont calmé le jeu sur les brillances. Donc, ils ont fait quelque chose de plus soft, globalement. Pour moi, le principal apport, c'est qu'ils ont débouché les noirs. Ils ont récupéré un petit peu de matière dans les noirs. Mais, à mon avis, sur la pellicule, la matière, ils ne devaient pas l'avoir plus que ça. C'est-à-dire qu'on devait être assez sous-exposé. Et il n'y a pas beaucoup plus à voir sur cette image entre la version HDR et la version SDR. Je veux dire, on récupère pas un détail de dingue. On récupère un petit peu. Et ils ont calmé les brillances. Le truc avec Alien, c'est que là, pour le coup, c'est un film qui est très très sombre. Il n'y a pas beaucoup d'intensité lumineuse extrême, et au niveau de la palette de couleurs, on est aussi assez limité. On peut pas dire que ce soit un film qui soit très très coloré. La majeure partie du volume de couleurs, là pour le coup, on est vraiment dans du Rec 709. Sur un plan comme ça, faut pas chercher la couleur, c'est quasi monochrome. Là, on peut dire qu'il y a en effet un apport du HDR parce que ça va nous permettre de déboucher l'image, de récupérer plus de détails dans les zones sombres. En ce qui concerne les pics lumineux, très honnêtement, qu'on soit à 1000 nits ici, à 700 ou à 100, est-ce qu'on fait la différence sur les toutes petites taches qui sont ici? Moi, je suis pas persuadé. Quand on regarde la heatmap sur ce plan, on voit bien que 90% de l'image, elle est super sombre. On est entre 0 et 10 nits, quoi. Et on a un petit peu qui va dépasser les 10 nits. On n'a rien qui atteint les 500. Et voilà, là, dans la bave et dans les petits bouts sur la mâchoire, on a des pics lumineux à 1050 nits. Pareil, sur ce plan, on voit qu'ils ont calmé l'étalonnage. On a un côté beaucoup moins ketchup, beaucoup moins théâtral. Donc là, vraiment, c'est l'étalonnage qui apporte une nouvelle dimension au film. Mais c'est de l'étalonnage. Est-ce qu'on avait besoin de faire ça en HDR? Je suis même pas persuadé. Et ce que je veux dire, c'est que l'apport du HDR, typiquement sur une image comme ça, il est nul. Enfin, il est nul. C'est pas une image où il y a des intensités lumineuses extrêmes. Là, je suis désolé, on récupère absolument rien dans les zones sombres. On n'y voit pas plus sur la version HDR que sur la version SDR. Il y a juste la couleur qui a changé. Même les intensités lumineuses, quand on regarde, elles sont quasi pareilles. Alors oui, ça ressortira mieux forcément sur une télé HDR, c'est indéniable, c'est sûr, parce que vous allez avoir une plage dynamique un peu plus grande. Là, on a quand même un max ELL à 520 nits, mais bon, enfin voilà, c'est sur les quenottes de la bébête. Bon, je suis pas persuadé que ça va vraiment changer beaucoup de choses.
Voilà, quand on regarde le volume de couleur, on ne peut pas dire qu'on tire vraiment parti de ce que peut apporter le HDR. Là, on est pile poil dans du Rec 709 et c'est tout. Et après, c'est pas un film qui est très coloré. Hein, c'est pas, Et là, c'est pareil, quand on passe de ce plan-là à ce plan-là, c'est pas le HDR, c'est l'étalonnage, quoi. Ils ont clairement fait un étalonnage beaucoup plus sombre, beaucoup plus désaturé. Là, la couleur là-dedans, on n'en a quasiment pas. Donc oui, on a des intensités lumineuses à 988 nits, elles sont là. C'est quoi? C'est 3 pixels dans l'image, quoi. C'est 3 fois rien. Donc vraiment, encore une fois, je suis pas en train de dire que le HDR d'Alien n'est pas bien, je dis juste que pour moi, le principal avantage de cette édition, c'est son réétalonnage. Alors Mad Max Fury Road, c'est un cas très intéressant aussi, parce qu'il y a eu une première édition qui est sortie en Blu-ray Full HD, de mémoire, je crois que c'était en septembre 2015, et il y a eu une édition qui est sortie en 4K HDR en mars 2016. Donc quelque chose d'assez rapproché, et force est de constater que c'est pas du tout le même étalonnage entre les deux films. C'est pas le même traitement, c'est pas la même gestion de la couleur. Alors Mad Max en 4K HDR, faut le dire, ils ont poussé tous les potards à fond. Là vous avez la version Full HD, et là vous avez la version 4K HDR. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a une telle différence entre ces deux versions? Quand on regarde ici, on a beaucoup plus de détails sur le 4K HDR, on récupère des choses, c'est un signal qui est costaud. Alors vous voyez, on arrive à 2747 nits, et là on est à 4092. Voilà, on a des intensités qui sont costauds, et je pense que on peut trouver plus encore. C'est un cas très intéressant, parce que là on est typiquement dans la problématique de la plage dynamique standard et de la plage dynamique étendue. Vous voyez ce plan, on est sur l'édition Blu-ray Full HD, on a le soleil un peu comme ce que je vous ai filmé tout à l'heure, sauf que là c'est encore poussé plus loin. On a le soleil, donc on a un énorme aplat en fait, on n'a pas beaucoup de détails, et quand on regarde l'édition 4K HDR, voilà ce qu'on a. Vous voyez la différence? J'arrive pas à comprendre comment on peut sortir une image comme ça en SDR en 2015 et sortir une image comme ça en HDR juste 6 mois après. Sur un film où il y en a un process complètement numérique de A à Z au niveau de l'étalonnage. Là, pour le coup, ça me laisse perplexe. Alors, au passage, Mad Max est hyper intéressant parce que pour tous ceux qui auraient dans l'idée que le HDR est forcément beaucoup plus saturé, beaucoup plus coloré que le SDR, ça c'est la preuve vivante que non. Parce que quand on compare l'édition SDR avec l'édition HDR, le SDR est beaucoup plus saturé que le HDR. Là, vous voyez que la saturation, elle est poussée à l'extrême, alors qu'on est beaucoup plus neutre dans l'édition 4K HDR. Pareil, quand on regarde les tons de peau sur celui-ci, quand on regarde la fille qui est là, vous voyez qu'on est beaucoup moins saturé, même les yeux, ils ont calmé le jeu. On a récupéré du détail au fond. Alors, encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je viens de vous montrer, ce sont juste des extraits qui sont sortis du contexte, qui sont sortis de l'œuvre intégrale, donc c'est pas forcément représentatif de toute l'œuvre. Ce que vous avez là sur cette image, c'est pas représentatif de tout Mad Max. Faites-vous votre idée, achetez ces films et regardez-les, parce que même si vous avez certains films qui n'utilisent pas toute la palette du HDR, ça rend quand même super bien. On va se faire un petit atelier taille image maintenant. On va prendre une source qui a été filmée en 4,6K, on va l'exporter en 4K UHD, en 3840 par 2160. Ça va être notre référence. Cette même source, on va l'exporter en 2K, en 2048 par 1152, et ensuite on va l'exporter en 1280 par 720. Une fois que j'aurai tout ça, je vais aller dans le Flemme et on va comparer. On va upscaler tout ça. On va faire comme si on regardait sur une télé 4K, c'est-à-dire que je vais prendre ma fenêtre 4K, dedans je vais rentrer mon 2K que je vais grossir, et je vais rentrer mon 720p que je vais grossir, pour ramener tout le monde en 4K, et on va comparer ces images, concrètement. Et vous allez voir que il y a des différences, mais elles ne sont pas si énormes que ça, et surtout, aujourd'hui, on a des outils pour gommer ces différences. Alors là, nous sommes dans le Flemme. On a ici donc mon premier élément qui est en HD Ready, 1280 par 720. On a l'élément en 2048 par 1152, et là, on a l'élément en 3840 par 2160. Si je rapatrie tout le monde ici, donc là, vous voyez, j'ai mon image en 4K. Donc là, j'ai mon image en 2048 par 1152.
Et là, j'ai mon image en HD Ready. Donc là, vous avez l'image HD Ready en 1280 par 720 qui s'affiche sur mon écran 4K. Donc vous voyez, c'est un timbre poste. Ici, vous avez le 2048 qui s'affiche dans un cadre 4K. Bah, c'est la moitié de la taille de l'image. Et enfin, vous avez le 4K qui remplit tout. Alors, on va upscaler tout ce petit monde-là. Donc là, on va se mettre ici en 4K et on va remplir d'images. Voilà. Et pareil, on va copier ça. Ici, on va le mettre en 4K. Voilà. Et on va grossir. Donc du coup, maintenant, tout le monde est à la même taille. Donc ça, c'est mon 1280. Ça, c'est mon 2048 pour 152. Et ça, c'est mon 4K. Bah, comme pour la compression, donc je suis pareil, j'ai pas bougé, je suis à 50 cm, voire 60 cm de mes écrans. Donc là, on regarde le 4K qui est issu du 4,6K, donc on va dire que c'est du 4K natif en gros. Je le regarde là, voilà, j'ai une belle image qui est bien définie. Maintenant, je passe sur mon 2K qui est upscale. Franchement, je vois pas la différence. Ouais. Faut vraiment se coller à l'écran pour la sentir, la différence. C'est-à-dire que là, si je vais zoomer dans l'image, là, je suis à 150%. Oui, mais bon, je suis à 300%, quoi. Donc forcément, je sens qu'il y a un truc. Mais quand je me mets à 100%, je suis désolé, on voit rien, quoi. C'est imperceptible. En revanche, si je mets... Ouais, c'est propre, hein. Enfin, malgré tout, mon 720p, même resizé en 4K, c'est propre. Bon. Oui, je sens une différence, ça se voit. On va pas se mentir, hein. On voit clairement qu'il manque de la définition dans les yeux. Maintenant, deux choses. L'upscale qui est fait par le Flemme, c'est pas le meilleur upscale qui soit. Vous avez des upscales typiquement sur DaVinci Resolve qui sont bien meilleure qualité. Et vous avez après des traitements qu'on peut rajouter sur l'image pour ajouter du piqué, renforcer le contour, la netteté. Donc il y a moyen de peaufiner et d'obtenir un résultat plus détaillé que ça. Parce que là, très honnêtement, la différence, elle n'est pas non plus gigantesque. Hein. Mais il y en a une, on va pas se mentir, il y en a une. En tout cas, il y en a une entre le 720p et le 4K natif, ça c'est sûr. Maintenant, la différence entre le 2K upscalé en 4 et le 4K natif, à moins de se coller à l'écran, on ne la remarque pas. Et je vous dis, hein, si vous êtes à 2 mètres de votre télé, je pense pas, très honnêtement, je pense pas que vous la voyez. Mais bon. On va regarder maintenant une application qui s'appelle Topaz Video Enhance AI. Alors à la base, c'est une application grand public qui a été développée par Topaz Labs, mais on s'en sert dans le milieu pro. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on s'en sert pour faire des upscales de master pour le cinéma, c'est parce que je vous ai dit. Nous, on s'en sert pour faire des plans, des VFX de temps en temps, sur de la pub, même parfois dans des longs métrages. Maintenant, c'est sûr qu'on ne s'en sert pas pour upscaler tout un master, parce que c'est très très gourmand comme application. Mais la façon dont ça travaille, c'est du machine learning. Et le machine learning, on en a maintenant dans des appareils grand public. Par exemple, la Shield, la nouvelle Shield, elle a un upscale qui est basé sur ce type d'intelligence artificielle. En gros, comment ça marche? On a un logiciel à qui on a donné des images. Ces images, elles ont été réduites, puis grossies. Et l'image grossie, elle a été comparée à l'image d'origine. Et ils ont développé des algorithmes pour recréer la matière. En fait, en comparant l'image d'origine avec l'image qui est regrossie, on essaye de se rapprocher au mieux de la source. Alors je vulgarise, hein, je synthétise, mais globalement c'est comme ça que ça marche. Et on a fait ça avec plein d'images, donc ils ont développé une sorte d'intelligence qui fait que on va reconnaître une image, on va essayer de la grossir et on va extrapoler, on va interpréter comment on va recréer de la matière. On va aller chercher une vidéo, donc en l'occurrence on va chercher mon test en 720p.
Et on va lui dire de grossir ça en 4K UHD. Alors sachant que je peux aller plus loin, hein. Je peux aller jusqu'à 8K si j'ai envie. Donc là on lui demande en gros la qualité, le modèle d'intelligence artificielle. Et là on va sortir dans la meilleure résolution qui soit, en type 16 bits. À l'arrivée je me retrouve avec des images qui font 50 mégas l'image. Là ma petite séquence, une fois qu'elle est grossie, elle fait 74 Go. Je suis en type 16 bits en 4K. Vous vous rappelez, voilà, ça c'est mon 4K et ça c'est mon 720p. Donc vous voyez, au niveau des yeux, on manque clairement de matière. Ça, c'est mon Topaz Labs que j'ai grossi en 4K. Il y a un petit shift de couleur. Je sais pas pourquoi, mais il y a un petit shift de couleur. Bon, c'est pas grand chose, hein, ça peut se rattraper. Alors regardez, vous avez vu ça? La matière, le détail que je récupère dans les yeux. Regardez les oreilles. Regardez là la rainure sur le... On va comparer avec le 4K natif. Oui, j'ai une petite soude de couleur, mais en termes de définition, de qualité d'image, c'est juste dingue. Ça, c'est mon 4K natif. Ça, c'est mon 720p. Donc, vous voyez, là, au niveau du détail, on est quand même très loin. Et maintenant, si j'affiche mon Topaz, non mais franchement, vous avez vu la qualité? C'est bluffant. J'ai limite plus de matière sur mon Topaz Labs que sur mon 3800. Regardez là. Regardez ici. L'upscale du Flame, il n'est pas terrible, hein, très honnêtement. Hein, j'adore le Flame, c'est un logiciel extraordinaire. Mais l'upscale du Flame n'est pas terrible. Là, je n'ai pas touché l'image, mais j'ai des moyens de tricher. Je peux très bien mettre un petit filtre dessus. Par exemple, ça, c'est mon 2K que j'ai upscalé en 4, sur lequel j'ai pas beaucoup de détails. Je mets un sharpen dessus et ça y est, c'est terminé. Regardez, j'ai même plus de netteté maintenant sur mon 2048 par 1152 que sur mon 4K. J'y suis allé un peu fort, hein. Je voudrais juste m'attarder quelques instants sur cette problématique du Master 4K, Master 2K, puisque c'est quelque chose qui revient souvent parmi les gens qui achètent des Blu-ray 4K, qui se sentent un peu floués parce que voilà, le film à l'origine était en 2K et que c'est un upscale qui regarde sur leur Blu-ray 4K HDR. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Sachez qu'on ne peut pas faire des généralités parce que chaque film est un cas particulier, chaque film suit un workflow particulier, donc c'est compliqué de tirer des généralités. Ceci étant, on va juste reprendre le problème à l'envers et essayer de réexpliquer un peu comment ça marche. Ce qu'on appelle un digital intermédiate, c'est l'intermédiaire numérique. C'est-à-dire qu'à l'origine, on employait ce terme pour désigner le procédé quand on filmait des éléments sur pellicule, que ces éléments, on les scannait, on en faisait des fichiers numériques. À l'époque, c'était des DPX 10 bits logarithmiques. Ça devient de là le logarithmique. Le logarithmique, c'est la courbe qui était appliquée sur ces fichiers pour pouvoir travailler et avoir de la latitude dans les hautes et dans les basses lumières. Et une fois qu'on travaillait ces fichiers, on les renvoyait au shoot. Donc c'est-à-dire qu'on prenait le fichier numérique, il retournait sur pellicule. Donc on part de la pellicule, on fait un intermédiaire numérique et on repart sur pellicule. Digital intermédiate. Forcément, quand on fait ça, il faut choisir une taille d'image. Alors, à l'origine, encore une fois, quand on filmait des éléments en 35 mm, la fenêtre, c'était 2K. 2048 par 1556. Si c'était du 16/9, c'était 2048 par 1152. Si c'était du scope, c'était 2048 par 858. Enfin, mais c'était du 2K. Alors, il arrivait qu'on scanne en 4K, mais c'était plutôt rare. Dans ces cas-là, c'était du 4096 par 3312. Mais encore une fois, c'était vraiment des cas exceptionnels. 90% du temps, quand on faisait du trucage numérique, c'était du 2K. Après, les workflows ont évolué. On a eu des caméras numériques, on est passé au cinéma numérique, au DCI, donc les tailles images ont changé, et puis surtout, on est arrivé avec des caméras qui filmaient dans des résolutions complètement différentes. Quel que soit le workflow, quelle que soit votre façon de travailler, il y a un moment donné, vous allez choisir une taille de travail. Et cette taille,
elle va avoir des conséquences, elle va avoir une influence sur votre façon de travailler, sur les coûts, sur un tas de choses. Avant l'arrivée du Blu-ray 4K, on ne se posait pas la question, on faisait du 2K parce que quand on sortait un DVD, le 2K ça suffisait largement, même quand le Blu-ray est arrivé, c'était du 1920 par 1080, le 2K ça suffisait largement, et même quand on renvoyait les images au shoot pour que ce soit imprimé sur de la pellicule, sur des copies 35 mm, le 2K ça suffisait largement. Avec l'arrivée du 4K HDR, on se retrouve avec des masters 4K, et là du coup, nos vieux masters 2K, notre façon de travailler en 2K, ça coince parce que oui, on a aujourd'hui une fenêtre qui est plus grande que ce qu'on avait auparavant. Est-ce que ça coince vraiment? Est-ce que c'est vraiment un problème? On l'a vu, on est capable de faire de l'upscale de très grande qualité. Il faut savoir que quand vous filmez avec une caméra, on scanne en 2K, mais on a la possibilité de scanner en 4K. Une pellicule 35 mm, il y a suffisamment de matière dans la pellicule 35 mm pour tirer du 4K. C'est pas un souci. Donc, quand on vous fait un rescan d'un film, d'un ancien film issu d'une pellicule, on peut vous sortir un Blu-ray 4K HDR de très grande qualité sans aucun problème. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand vous avez des films qui ont été masterisés en 2K et re-shootés sur pellicule, ou masterisés en 2K et vous avez un master numérique 2K. Là, forcément, vous avez un upscale. Mais ceci étant dit, ce film, quand il a été fait en 2K, à l'origine, il a pu être tourné en pellicule, donc la matière, on l'a sur la pellicule. À l'origine, il a pu être tourné en 4K, et après, rétréci en 2K. Mais en soi, l'information, quand ça a été capturé en 4K, vous l'avez. Quand vous la regrossissez en 4K derrière, ça pose pas vraiment un problème. Je veux dire, c'est comme quand vous faites de la compression. Et à un moment donné, vous avez une image qui est non compressée, vous la compressez, vous la décompressez chez vous. Ça pose aucun souci. Bah là, c'est exactement la même chose. Rapidement, prenons un exemple très simple. Avengers Endgame. C'est un master 2K. Pourquoi? 3 heures de film, 2500 plans truqués. Regardez ce plan-là. Vous avez 40 comédiens sur un fond vert, vous avez de la reconstruction de décors, vous avez des particules, vous avez des vaisseaux spatiaux, vous avez des extraterrestres, vous avez des super-héros, des armures. Vous avez des éléments partout. Ces éléments sont faits en 3D. C'est des éléments qui sont composés de plusieurs couches. Je vous montre un petit exemple. Vous voyez cette voiture, le fond a été filmé et on a rajouté cette voiture en 3D. C'est un setup qui m'a été prêté par Finnegan d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai fait au passage. Vous avez une couche pour la voiture, pour la couleur, vous avez une couche pour les réflexions, vous avez une couche pour les ombres, vous avez une couche pour l'occlusion, enfin, vous avez des couches dans tous les sens, juste pour cette petite voiture, et je vous parle même pas des couches de pluie qui viennent se rajouter par-dessus. Vous pouvez très vite vous retrouver avec une quinzaine de couches pour un plan comme ça. Alors imaginez un plan comme ça, c'est 200-300 couches faciles. Et ça, il faut les travailler, il faut la capacité de pouvoir les travailler, il faut des ordinateurs, il faut des serveurs pour calculer ces images. Enfin, c'est un temps et une puissance colossale. Alors forcément, si vous avez ces images en 4K, bien souvent la 3D est calculée, les couches sont calculées en 4K, mais le compositing, quand on va assembler toutes ces couches, le plan qu'on va sortir, lui, il va être en 2K, parce que c'est impossible de sortir un film de 2500 plans en 4K comme ça. Je veux dire, ils ont des délais de production qui sont tels, ils ont une telle masse de travail à gérer que c'est impossible. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, un plan comme ça, c'est des allers-retours sans arrêt. C'est-à-dire avec le nombre de couches qu'il y a à gérer, le nombre d'éléments qui interagissent les uns avec les autres, entre les départements techniques, les départements artistiques, la réalisation, le plan il n'est pas validé du premier coup, hein. Il y a quelques allers-retours qui sont faits. Donc le nombre de couches, le nombre d'allers-retours, le nombre de plans, vous buvez la tasse très vite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait tout en 4K et on mange le mur, ou on fait du 2K et on upscale en 4 et on a une chance de tenir les délais? La question, elle se pose même pas. Encore une fois, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, vous avez des films qui sont masterisés en 4K, vous avez des films où les trucages sont faits en 4K, mais c'est peut-être pas forcément les mêmes volumes, c'est peut-être pas la même charge de travail. C'est du cas par cas. Avengers, c'est un cas. Vous avez d'autres films qui sont faits intégralement en 4K. Vous avez des productions Netflix qui sont faites intégralement en 4K, du tournage à la post-production jusqu'à la diffusion. Encore une fois, chaque cas est un cas particulier, et dites-vous bien que de toute façon, vous avez une grosse partie du patrimoine qui a été finalisé en 2K, et ça, on n'y coupera pas. Et on peut vous sortir des télé 4K aujourd'hui, des télé 8K. Il y a un moment donné, les films ne seront pas refaits. Tous les films ne pourront pas bénéficier d'un traitement de faveur, d'avoir une ressortie en 4K HDR, parce que ça coûte de l'argent, et que tous les studios n'ont pas la capacité de faire ça sur tous les films, et que le catalogue il est gigantesque. Donc malheureusement, l'upscale, vous n'y couperez pas. Gardez en tête la chose suivante, aujourd'hui, les caméras proposent des définitions largement supérieures aux 2K. Les Harry, les Red et compagnie, on est capable de filmer en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. Il y a même une nouvelle caméra Blackmagic qui propose du 12K. Enfin bref, la matière, on en a. Même si on est amené à faire un digital intermédiaire en 2K,
la matière, aujourd'hui, on est capable d'en avoir. Maintenant, évidemment, pour les films qui ont été masterisés dans les années 2000 avec les premières caméras numériques, oui, c'est sûr, de la définition, on en a moins. On était sur des capteurs plus petits, on était sur des tailles d'image 1920 par 1080. Je vous dis pas le contraire, que quand c'est upscalé en 4K, vous avez forcément pas la même qualité que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Ceci étant dit, je vous ai montré, on a moyen de tricher. On sait upscaler une image, on sait grossir une image. Encore une fois, fabriquer un Blu-ray 4K HDR à partir d'un Master 2K n'est absolument pas un problème. On va réaliser une séquence HDR. Alors pour la récupérer, rien de plus simple, vous allez sur le site lelabodej.com, vous cliquez sur les liens des séquences qui vous intéressent, vous aurez le choix entre du SDR, du HDR10, du HDR10+, du Dolby Vision, du HLG et du Technicolor SL-HDR 1 et 2. Pour chacune de ces séquences, vous aurez une version en 16 mégabits par seconde et en 50 mégabits par seconde, l'équivalent de ce que vous pouvez trouver sur les services de SVOD et sur des Blu-ray 4K HDR. Alors, pour télécharger ces séquences, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien de la séquence qui vous intéresse, vous l'enregistrez, le fichier vous le copiez sur une clé USB et la clé USB vous la branchez directement sur votre télé. Ainsi, vous serez sûr que le fichier sera décodé correctement. Et évidemment, sous réserve que votre télé soit compatible. Assurez-vous que la séquence que vous avez téléchargée est compatible avec votre système de diffusion. Pour la fabrication de cette séquence, il a fallu que je me mette en accord avec tout le monde et que je me base sur un workflow qui allait pouvoir contenter à la fois Dolby, le HDR10+, le HLG et le Technicolor SL-HDR 1 et 2. Il n'était pas question pour moi de livrer plusieurs fichiers et de faire plusieurs étalonnages, donc je suis parti sur le workflow le plus exigeant, le plus complexe, et de là j'ai livré un fichier, le même fichier à tout le monde. Et évidemment, le workflow le plus exigeant, je vous le donne dans le mille, c'est celui de qui? C'est celui de Dolby. Pour cet étalonnage en Dolby Vision, je suis parti sur DaVinci Resolve, sur un workflow en 4:4:4, en 12 bits, en full, avec un affichage simultané sur un écran HDR et sur un écran SDR. Alors pour étalonner cette séquence, il a fallu que je mette la main sur un moniteur HDR. Théoriquement, pour être estampillé Dolby, il me faut un moniteur de référence, donc c'est-à-dire un moniteur qui coûte entre 30 et 50 000 euros. Autant vous dire que j'ai pas réussi à mettre la main sur un joujou pareil. Du coup, j'ai cherché une solution alternative et je suis parti sur un moniteur Asus. Asus a une gamme qui s'appelle la gamme ProArt. J'ai été mis en contact avec eux. Ils ont eu la gentillesse de me prêter ce moniteur pendant un temps assez considérable. Malheureusement, là je suis obligé de retourner, je n'ai plus ce moniteur à portée de main, mais toute la séquence, je l'ai étalonné avec ce moniteur. C'est l'heure du placement produit, je vais parler de ce moniteur, c'est le PA32 UCXK et c'est une petite merveille. Afin d'être dans les meilleures conditions possibles, j'ai fait calibrer cet écran. J'ai fait venir Julien Berry, qui est instructeur à l'ISF. Vous voyez les coordonnées qui s'affichent. C'est quelqu'un d'extrêmement pointu. On a calibré cet écran avec un spectroradiomètre, avec un tristimulus, avec les outils de chez Calman. Et force est de constater que les specs qui ont été recueillis par ces mesures, elles étaient très impressionnantes. On a des pics lumineux supérieurs à 1500 nits, une couverture de l'espace BT2020 supérieure à 95%, on est à quasi 100% du DCI-P3, pareil pour le sRGB. Vraiment, c'est un écran qui est très impressionnant, surtout au tarif où il est proposé. Évidemment, cet écran n'est pas considéré comme un moniteur de référence. On ne peut pas aller chasser sur les terres d'un Sony X300 à 45 000 euros, c'est évident. On ne joue pas dans la même catégorie. On n'a pas des noirs aussi profonds, on a des petits effets de blooming quand on déplace un solide blanc sur un fond noir. Même si ce n'est pas un moniteur de référence, cette machine, au prix où elle est proposée, elle a juste pas d'équivalent. Elle n'a pas de concurrence. Cet écran est juste magnifique. Je dis pas ça parce que j'ai un partenariat avec Asus, ils m'ont pas donné d'argent, ils m'ont rien demandé, ils m'ont pas laissé l'écran. J'ai réussi à convaincre Dolby d'étalonner en Dolby avec cet écran, bien qu'il ne soit pas considéré comme un moniteur de référence. Donc je vous le dis, cette machine est superbe. J'aurais jamais pu vous livrer cette séquence HDR sans le prêt de ce moniteur. Et j'ai même utilisé ce moniteur en production au flemme sur des pubs en Rec 709 pour Guerlain, pour L'Oréal, et ça s'est admirablement bien passé. Voilà, c'était le moment placement produit, et encore une fois un grand merci aux équipes d'Asus de m'avoir permis d'utiliser cet écran pendant aussi longtemps. Je vais vous présenter maintenant les images que j'ai récupérées et la façon dont je me suis organisé pour travailler cette séquence. Donc tout d'abord, j'ai des images qui m'ont été fournies par Olivier Chiabodo de la société Explorers. Ce sont des images qui sont en 8K, vous voyez c'est du 8192 par 4320. Alors je vous encourage vivement à aller sur theexplorers.com.
Le projet est absolument extraordinaire. Ils sont fixés pour mission de dresser un état des lieux, un inventaire de la planète. Vous avez des contenus magnifiques en 4K, en 8K. Il y a tout un projet écologique derrière. Vraiment, je voudrais dire un grand merci à Olivier Chiabodo et à ses équipes, déjà pour ce qu'ils font, et surtout pour m'avoir laissé utiliser ces images. Donc voilà, soutenez ce projet, c'est important, c'est vraiment une très très belle mission. Ensuite, j'ai des images qui proviennent d'un clip, Still on the Run, du groupe Pool. C'est des images que j'ai récupérées via Finn Jaeger, qui est un collègue flémiste, qui fait aussi de l'étalonnage. C'est de la Blackmagic. C'est du RAW, pareil, du 4608 par 2592. Donc j'ai des clips plutôt intéressants. Ensuite, j'ai des images qui viennent d'Evan Rouillard de Bokeh Productions. Pareil, c'est de la RED, c'est du R3D, du 5120 par 2160. Alors ensuite, j'ai des images qui viennent d'un Mavic Pro 2. Ça a été filmé par un collègue flémiste qui est à Los Angeles, qui venait de s'acheter un drone, donc du coup il est allé me faire des petits tests. Ce sont des images assez intéressantes. Alors c'est pas vraiment du log, c'est un log léger on va dire, mais ça permet quand même d'avoir des belles images. Surtout on va avoir des choses assez intéressantes avec ce plan parce qu'on a un véritable aplat et vous allez voir que en fonction de vos systèmes de diffusion, vous pouvez avoir des petites surprises, soit du gros aplat blanc, soit du clipping, parce que là on a des intensités lumineuses qui sont assez élevées, donc ça va être intéressant de voir comment ça se comporte. Ensuite, vous avez quelques plans que j'ai tournés avec mon Z6, c'est de l'Apple ProRes RAW, je l'ai développé dans Scratch, je l'ai exporté en ProRes 4K XQ. Je suis passé par le flemme parce que voilà, j'ai tourné ces éléments avec un slider, je suis en macro donc je suis très très près de mes objets. Forcément, le moindre tremblement sur ces petits rails, ça fait un tremblement énorme quand on est en macro. Donc du coup, il y a eu pas mal de taf de stabilisation, il y a eu un petit peu de nettoyage. Voilà, il y a eu un peu de boulot au flemme sur ces plans. Une fois que j'avais terminé mes petites opérations cosmétiques, j'ai réexporté du flemme, je suis retourné dans DaVinci. Donc là, je suis en ProRes 4K XQ, je l'ai intégré dans la séquence HDR et j'ai étalonné. J'ai récupéré des images qui m'ont été données par Florian Friedrich. Ces images étaient déjà étalonnées dans un espace HDR, donc du coup, j'ai rien eu besoin de faire, j'ai juste eu à les intégrer dans ma séquence. Donc là, il n'y a eu aucune intervention sur ces images. Ensuite, j'ai récupéré des éléments qui viennent de Hardgrid.io. C'est des éléments dans différentes tailles d'images qui ont été tournés avec diverses caméras. Vous avez de la RED, vous avez de la Blackmagic, vous avez de la Sony. On va du 6K au 2K. Il y a des plans en 2K qui sont upscale en 4 dans la séquence, mais je ne vous dirai pas où ils sont. On a plusieurs types d'images qui sont de très bonne qualité. Là, vous voyez, on est sur un plan, c'est du R3D. On est en 4600 par 2160. On va terminer cette séquence avec les images de David Coiffier. Ces images sont absolument extraordinaires et c'est vraiment la preuve par neuf qu'on peut chercher très longtemps ce qu'on a juste à côté. Je vais chercher des images à la fantôme avec des ralentis magnifiques. J'en ai jamais trouvé, j'ai jeté une bouteille à la mer sur Facebook et ce gars a répondu. Il habite à 3 km de chez moi, il est chez FOP, il a une fantôme, il a sa propre caméra. Il tourne des images depuis des années et ces images sont absolument magnifiques. Il a gentiment accepté que je les utilise pour cette séquence. Et donc voilà, on se retrouve avec des images splendides. On a Paris en confinement, on a des plans ralentis comme ça qui sont absolument extraordinaires. Donc c'est de la fantôme, c'est le RAW ciné de la fantôme, on est en 4096 par 2304. Donc voilà, vous avez des plans absolument magnifiques. Je vais essayer de vous expliquer brièvement comment ça marche, sans forcément vous faire un cours d'étalonnage, mais globalement, je récupère un élément qui sort d'une caméra, donc comme tout ce que je vous ai montré auparavant, le clip, faut le renseigner, faut dire exactement au logiciel avec quoi on travaille. Donc là, c'est un clip qui a été tourné avec une RED, je vais le débayoriser, donc je lui indique que c'est du Color Science IPP2, c'est le Color Science de la RED. Je vais y associer le volume de couleur RED White Gamut et la courbe OTF Log3G10. Donc, vous voyez, ça ne s'affiche pas correctement, normal, il faut que je l'étalonne. Là, vous avez l'oscilloscope, c'est la représentation du signal vidéo. Donc ici, les 1000, ça correspond aux 1000 nits, c'est ma barre plancher que je ne veux pas dépasser. Alors, juste un tout petit détail technique, ce que vous voyez là, c'est un reshoot. Le moniteur Asus, je ne l'ai plus, il est reparti, il a été récupéré par Asus. Donc là, ce que vous voyez, c'est une télé Panasonic qui me permet de faire du contrôle qualité, mais c'est absolument pas un moniteur d'étalonnage. Je vais appliquer des valeurs à mon signal, donc là je vais jouer sur le contraste et sur le pivot de manière à obtenir un signal de bonne qualité. Donc là vous voyez que je descends assez bas au niveau des valeurs sombres et que je vais
me caler au niveau des crêtes à 1000 nits. Donc là, j'ai une image qui s'affiche à peu près correctement. Donc ça, c'est ma première opération. Je règle mon contraste. Ensuite, je vais rajouter un petit nœud sur lequel je vais régler ma saturation. Donc, et après, je vais rajouter un filtre pour dénoiser, pour enlever le bruit de cette image. Je me sers de Nit Vidéo. Nit, c'est un plugin qui est absolument génial. Du coup, je vais sélectionner une zone dans laquelle j'ai pas beaucoup de matière, mais où je peux voir qu'il y a du grain. J'analyse l'image et là, j'y applique la correction. Bon, je fais ça rapide, hein. Et vous voyez, le grain disparaît. Alors, ce qui est formidable avec Nit Vidéo, c'est que ça enlève le grain sans flouter l'image. Et c'est super impressionnant et super efficace. Donc là, vous voyez, j'ai fait un réglage tout à fait basique, vraiment super lambda, de manière à obtenir une image qui s'affiche correctement. Vous voyez, je passe de là à là. Encore une fois, hein, c'est pas un moniteur d'étalonnage, hein, ça c'est juste une télé de contrôle. Donc là, vous voyez, j'ai la représentation du signal. Je dépasse pas les 1000 nits. Je descends assez bas. Donc là, c'est vraiment toute la plage dynamique, hein, la valeur la plus basse et la valeur la plus haute en termes d'intensité et de pic lumineux. Si je regarde les informations au niveau de la couleur, ici, j'ai le P3. Là, vous voyez, on a le triangle du P3. Au niveau des verts, on dépasse largement le Rec 709. Mais si j'affiche le BT2020, on ne remplit pas le BT2020. Pourquoi? Parce que j'ai limité au P3. Moi, courbe OTF, c'est bien le ST2084. Je suis limité à 1000 nits. Mon Color Space, c'est bien Rec 2020, mais je limite mon gamut au P3 D65 de manière à n'avoir rien qui dépasse. Nos télés ne sont pas capables d'afficher la totalité du BT2020, donc on limite en P3. Netflix fait la même chose, Amazon fait la même chose, donc au moins en P3, on est à peu près sûr qu'on n'aura pas de perte au niveau de la couleur. Donc je vais faire ces opérations sur tous les plans du film. Donc je vais débayeriser tous les rushs qui viennent de la Red, de la Blackmagic, et ainsi de suite. Une fois que l'étalonnage est terminé et qu'on est content du résultat en HDR, on va faire l'analyse Dolby Vision. On va analyser toute la séquence et on va procéder au réglage du trim. Alors le trim, là en l'occurrence on va faire un trim en SDR, c'est-à-dire que à partir de mon étalonnage HDR, je vais faire une version SDR et je vais appliquer des réglages pour affiner mon étalonnage en SDR. Je vous explique, si je suis content de mon étalonnage là, mais qu'une fois que je regarde le trim SDR, je suis pas content du résultat, imaginons j'ai un ciel qui est trop cramé ici, je peux affiner cette partie-là. Je peux régler les hautes lumières, les baisser de manière à ce que ça ait l'air moins brûlé. Si j'estime que c'est trop saturé par rapport à mon réglage HDR, je peux jouer sur la saturation, je peux jouer sur les niveaux de noir, enfin, je peux intervenir sur pas mal d'options. Et ça, quand je modifie ça, ça ne modifie pas l'étalonnage HDR. C'est tout l'intérêt du trim, c'est d'adapter le contenu SDR par rapport au contenu HDR. Alors, là, on parle d'un contenu SDR, mais ça pourrait être autre chose. Dolby nous offre la possibilité de faire des trims à 2000, à 1000 nits, à 600 nits et en Rec 709. C'est-à-dire que si j'ai étalonné mon contenu sur un moniteur qui peut afficher 4000 nits, si j'ai réglé tout mon étalonnage sur la valeur maximale de 4000 nits, et que je veux ensuite afficher ce contenu sur une télé par exemple qui va ne pouvoir restituer que 600 nits, et bien grâce au metadata Dolby, je vais réaliser un trim et je vais faire du tone mapping de manière à adapter ce contenu pour qu'il soit affiché sur un téléviseur qui ne peut afficher que 600 nits. C'est du tone mapping. J'ai la possibilité de faire du tone mapping à 2000 nits, à 1000 nits, à 600 nits et en Rec 709. Et à chaque fois, je vais régler des intensités bien particulières de manière à ce que le contenu épouse au mieux le système de destination. J'ai terminé mon étalonnage, j'ai terminé mon trim, maintenant il faut que je fasse mes sorties. Donc je vais délivrer ma séquence et là je vais faire deux exports. Je vais faire un export en ProRes 444XQ pour les gens de Technicolor et pour Florian Friedrich. Florian va découper ce ProRes, il va faire une analyse, il va produire des métadatas dynamiques plan par plan, il va ressortir un HDR10+. Je vais aussi envoyer ce contenu à Technicolor. Technicolor va me faire un encodage en SL-HDR1 et vont aussi me faire un découpage de la séquence plan par plan et me produire des métadatas dynamiques pour l'encodage en SL-HDR2. Et pour Dolby, je vais faire un IMF. Alors,
c'est pas tout à fait la même chose, mais je vais avoir en gros un package dans lequel je vais avoir l'image, le son et la metadata. Tout va être englobé là-dedans. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble une metadata Dolby Vision, j'ai la possibilité de l'exporter directement dans l'IMF, mais je peux aussi l'exporter comme fichier seul. Donc là, vous voyez, j'exporte le fichier en Dolby Vision. Là, vous avez les metadata Dolby qui contiennent toutes les informations plan par plan de la séquence. Là, vous voyez, vous avez les infos de trim. Là, c'est le trim que j'ai fait. Ces métadatas, elles vont être lues par le CMU de la télé, elles vont être décodées et elles vont permettre de restituer le signal de façon super précise. Vous avez toutes ces versions à disposition, vous allez pouvoir les télécharger, vous allez pouvoir faire des tests sur vos installations. Je vous conseille vivement de télécharger la version SDR et de la regarder avant de regarder les versions HDR. Alors, attention, vos télés, quand vous mettez une version SDR dessus, elles ont tendance à pimper le signal, à le booster, à tel point qu'on n'arrive plus à faire la différence entre le SDR et le HDR. Donc méfiez-vous des modes qui sont mis de base sur vos télévisions. Regardez bien la version SDR avant de passer aux versions HDR parce que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des surprises. En fonction de vos réglages, en fonction des capacités de restitution de vos systèmes d'affichage, il se peut très bien que les versions HDR offrent moins de détails que la version SDR. Je vous explique. Vous avez certaines images où les intensités lumineuses sont très élevées. Si votre télé est mal réglée, si ses capacités à faire du tone mapping, à faire du roll-off, elles sont pas super précises, et vous pouvez avoir des images en HDR qui sont clippées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des nuages blancs par exemple complètement explosés, complètement blancs, vous n'avez plus aucun détail dans les hautes lumières. Et vous vous retrouvez avec une version SDR qui vous offre plus de détails. Ça veut simplement dire que soit votre télé est mal réglée en HDR, soit elle n'a pas la capacité de restituer des hautes lumières correctement. C'est pas impossible. Je vous dis pas que ça va arriver à chaque fois, je vous dis que vous n'êtes pas à l'abri que ça arrive. Je voudrais passer un petit peu de temps pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure. En premier lieu, évidemment, les gens qui m'ont laissé exploiter leurs images. Je pense à Olivier Chabaudot de The Explorers et à toutes ses équipes, à Pierre Joubert avec qui j'ai fait pas mal d'allers-retours. Voilà, ce sont des images qui sont absolument somptueuses, comme vous avez pu le voir. Je voudrais remercier aussi Finn Yeager, Miguel Morieta Vasquez et Phil Gallas et le groupe Pool qui m'ont donné accès au rush du clip, qui m'ont permis, qui m'ont laissé étalonner ces images comme j'avais envie de le faire. Je voudrais remercier Evan Rouillard de Bokeh Productions qui m'a donné ces images RAID qui sont juste magnifiques. Que les bunkers qui allaient me tourner des éléments avec son Mavic. Les gens de chez Artgrid voilà, qui fournissent des contenus vraiment de super qualité. Un grand merci à David Coiffier pour ces images absolument extraordinaires qu'il m'a laissé utiliser. Je voudrais faire une petite dédicace à David Coudizet, Thierry Pinoni, Marc Duré et surtout Benjamin Gigon. Ça a été les premiers à me confier des contenus, à m'avoir fait confiance. Malheureusement, je n'ai pas pu utiliser ces éléments dans le montage qui est présent à l'heure actuelle. Donc voilà, je voulais les remercier et leur faire un petit clin d'œil. Maintenant, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à l'élaboration technique de ce projet. Je pense en premier lieu aux gens de chez Dolby, qui ont été les premiers à soutenir ces vidéos et à m'aider dans la création de ce contenu. Je voudrais dire un grand merci à Anaïs Liebolt, qui a été énormément présente et qui a fait énormément de publicité au labo de Jay. Dire un grand merci à Michael Eckel et à Yann Lowe, qui m'ont permis d'utiliser à plusieurs reprises la licence Dolby, qui m'ont permis de contrôler que le contenu était correct et que tout allait bien. Et surtout, un grand merci, un immense merci à Benoît Le Teneur, avec qui j'ai fait beaucoup d'allers-retours, avec qui on a passé pas mal de temps pour s'assurer que le workflow marchait, pour s'assurer que les encodages marchaient. Enfin voilà, Benoît a beaucoup payé de sa personne et s'est beaucoup investi dans ce projet et vraiment, je lui dis un énorme merci. Je voudrais dire un grand merci à Florian Friedrich de SF Pictures. Florian s'est énormément investi sur ce projet. C'est un expert HDR, il crée ses outils. Il est reconnu partenaire officiel HDR10+. Il a encodé cette séquence en HDR10+, en HLG. Il a fait office de contrôle qualité. Je lui ai envoyé tout le contenu. Il a vérifié que tout allait bien pour son encodage et aussi pour vérifier que tout irait bien pour Dolby et pour Technicolor. Il m'a fourni les outils avec lesquels j'ai analysé les Blu-ray 4K UHD. Il m'a fourni des mires. Il m'a fourni des éléments qu'il avait tournés que j'ai pu intégrer dans ma séquence HDR. Enfin bref, son aide a été vraiment très précieuse et je le remercie du fond du cœur. Alors je voudrais aussi remercier les équipes de Technicolor, Guy Ducos, Marie-Jean Colietis et Frédéric Plissonneau, qui se sont chargés des encodages en SLHDR 1 et 2. Voilà, ils ont cru aussi dès le départ au projet, ils m'ont soutenu et ils m'ont accompagné. Donc vraiment un grand merci à eux. Je voudrais dire un grand merci, un immense merci à Michael Boissard
sans qui j'y serais jamais arrivé. Il a été d'une aide absolument inestimable sur la gestion du workflow sur DaVinci Resolve, parce que croyez-moi, fabriquer cette séquence HDR, ça n'a pas été de tourpeau. Mélanger ces contenus qui viennent de Nikon Z6, de caméra fantôme, de Red, de Sony, de Blackmagic, tout ça ce sont des choses qui ne cohabitent pas forcément ensemble. La gestion du HDR, c'est pas une chose aussi aisée que ça en a l'air. Enfin voilà, un grand merci à lui parce qu'il m'a permis d'éviter pas mal de pièges. Je voudrais remercier aussi Jean Caudy et Olivier Mathieu qui ont pris toute une après-midi avec Michael Boissard pour se plonger aussi dans le workflow, pour essayer de déjouer les pièges dans lesquels j'étais tombé. Donc voilà, un grand merci pour leur gentillesse, pour leur patience. Je voudrais remercier du fond du cœur Olivier Boissard de Samsung qui m'a ouvert un tas de portes, qui m'a présenté aux gens de chez Asus, qui m'a présenté aux gens de chez The Explorers. Voilà, Olivier a fait énormément pour ce contenu, ça a été l'un des premiers à croire à ce projet et je le remercie du fond du cœur. Un grand merci à mon ami Jean-Pierre Fournier de chez Postlogic. Voilà, ça fait plus de 15 ans qu'il me suit, qu'il m'aide. Je sais que je peux toujours compter sur lui. Là, il m'a dépanné avec du matériel. Enfin voilà, Jean-Pierre, un grand merci aux équipes de Postlogic. Vous êtes top, comme d'habitude. Un grand merci à Gérard Cabanac de Vidéo Plus, qui a été de très bons conseils, qui m'a aidé et qui a été super présent même pendant le confinement, alors que c'était pas forcément évident de récupérer du matériel, donc un grand merci à lui. Je voudrais dire un grand merci aux équipes de chez Asus, Clément Vieillefond, Thomas Prou, Kevin Melka, qui ont été d'une patience d'ange. Ils ont été franchement adorables, ils m'ont laissé le moniteur pendant un bon moment. Encore une fois, ce contenu n'aurait jamais été possible sans le prêt de ce moniteur. Un grand merci à Julien Berry d'avoir accepté de venir ici en plein confinement et d'avoir passé des heures avec un masque sur la tête pour étalonner l'écran HDR et l'écran SDR. Voilà, c'est pareil, sans lui, ce contenu n'aurait pas la qualité qu'il a aujourd'hui. Je voudrais remercier les gens de chez Nikon, Nicolas Gillet et Hicham Boualoun, pour m'avoir permis d'avoir accès à l'Apple ProRes RAW. Je voulais montrer qu'il était possible de faire du HDR autrement qu'avec des caméras à 50 000 € et je trouve que le Nikon Z6 s'en est très bien sorti. Alors un grand merci aux équipes d'HDLand, Christophe et Jacques, pour avoir fait de la pub au labo de Jay et puis avoir testé grandeur nature les contenus que je vais vous mettre à disposition. Je voudrais remercier le magasin Boulanger à Orgeval qui m'a permis d'aller tester grandeur nature sur plusieurs écrans. Voilà, les équipes ont été absolument adorables et c'était vachement cool de pouvoir tester sur plusieurs marques ces contenus. Pareil pour son vidéo de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, merci à vous pour votre aide et pour votre accueil. Et enfin un dernier petit clin d'œil à Maz Alderold de Scratch Assimilate qui m'a fait une petite formation accélérée sur Scratch, qui m'a permis de vous faire cet atelier sur la plage dynamique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris plein de choses, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez sur le site, téléchargez ces contenus, amusez-vous, faites des tests avec. Un grand merci pour tous ceux qui me suivent, pour vos messages, pour vos encouragements. Franchement, ça me fait super plaisir, ça me touche, ça me va droit au cœur. Merci encore une fois à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt.